Et maintenant, on va passer à l'université technologique de Troyes avec comme sujet les modèles épidémiologiques. Donc, je vous laisse faire le partage d'écran et, euh, et je vous laisse commencer la présentation. Voilà. Alors, je préfère vous prévenir tout de suite. La première minute, on a profité du format vidéo pour faire une petite blague, entre guillemets, pour bien introduire notre sujet de manière drôle. Donc, si c'est du grand n'importe quoi, c'est normal. Voilà. Je vous laisse avec la vidéo, amusez-vous bien. Aujourd'hui, nous allons voir un reportage exclusif rédigé par Pierrick Dailly. Je suis parti en Amazonie à la rencontre des descendants des Mayas. J'ai appris là-bas que les Mayas avaient prédit la Covid avec 8 ans d'avance. En effet, rappelez-vous, le calendrier Maya dont la fin était le 21 décembre 2012 prédisait la fin du monde. Il se trouve qu'il avait juste un peu d'avance. Mais ce n'est pas tout. Ces chamans m'ont aussi appris que la Terre était plate et que les tours 5G propagent la Covid à l'aide de nanoparticules inoculées dans des vaccins par Bill Gates. Ces personnes m'ont beaucoup appris et grâce à elles, je vais pouvoir éviter toutes les plus grandes catastrophes de l'humanité. Ils m'ont ouvert les yeux. Je suis maintenant adepte de leur culte. Un reportage des plus intéressants. Passons de suite à notre reportage. Après cette introduction des plus étranges, il est maintenant temps de passer à notre exposé. Tout d'abord, nous allons nous présenter. Je suis Pierrick. Et moi, Victor. Nous sommes 2 élèves en Bac+2 à l'Université de technologie de Troyes, ici. Cette année, nous avons travaillé sur les modèles épidémiologiques. Ça peut sembler compliqué, mais en fait, pas du tout. Un modèle épidémiologique est un modèle mathématique permettant de visualiser ou de prédire l'évolution et la propagation d'une maladie. Vu la situation sanitaire actuelle, je pense qu'il est inutile de définir ce qu'est une épidémie. Par contre, c'est quoi un système mathématique? D'après Wikipédia, un modèle mathématique est une traduction d'une observation dans le but de lui appliquer les outils, des techniques et les théories mathématiques, puis généralement, en sens inverse, la traduction des résultats mathématiques obtenus en prédiction ou opération dans le monde réel. Si on reformule un peu, on va observer des phénomènes pour lui appliquer des outils, des techniques et des théories mathématiques afin de faire des prédictions sur ce qui va se passer dans le futur. Prenons un exemple, la météo. Pendant des années, les scientifiques ont observé la météo. Et aujourd'hui, grâce à quelques données comme la force du vent ou le soleil, ils sont capables de prédire la météo des 2-3 prochains jours. Néanmoins, il est vrai que ce ne sont que des précisions et donc elles ne sont pas vraies à 100%. Nous, cette année, nous avons fait nos recherches non pas sur les maladies, mais sur les propagations des maladies. Et comment nous pouvons prévoir leur propagation future grâce aux mathématiques. Pour commencer, nous allons remonter au XIe siècle avec la Chine. Les Chinois, pour le but de lutter contre la variole, pratiquaient la variolisation. C'est-à-dire qu'ils inoculaient une souche désespérée, peu virulente de la maladie, en espérant se protéger de celle-ci. En gros, c'est un vaccin, mais en plus risqué. Le taux de mortalité pouvait atteindre 1 à 2%. Vous êtes sûr que c'est pour mon bien? En effet, même si la pratique de l'inoculation d'une souche de la maladie se répand au XVIIIe siècle, sa pratique reste très controversée. Normal. À l'époque, on se doutait que c'était mieux que rien, mais on n'était pas vraiment sûr. Et c'est là que Bernoulli entre en scène. Il va créer un modèle mathématique afin de prouver que la variolisation permet d'augmenter l'espérance de vie. Pour son modèle, Bernoulli va se servir de la table de Halley, nommée d'après le mathématicien anglais qui l'a rédigée. Dans celle-ci, on peut trouver l'évolution du nombre de personnes vivantes en fonction de leur âge à partir d'une population initiale de 1300 personnes. Donc, Halley a répertorié plus de 1300 personnes vivant à Breslau en Pologne et a noté l'âge à laquelle elles sont mortes et les raisons de ces dernières.
Après cela, Bernoulli va se servir de ces données dans un premier temps pour calculer le nombre de personnes qui sont encore sensibles à la maladie, et donc par cela, cela veut dire qu'ils ne l'ont pas encore contracté. Donc il va regarder le pourcentage de personnes ayant eu un jour la variole selon leur âge. Il va par exemple voir que passé 40 ans, ils l'ont au moins eu tous une fois. Après ça, il va calculer le nombre de personnes vivantes si la variole n'existait pas. Sans surprise, on va trouver que le nombre de personnes vivantes à la fin serait supérieur. Mais ce qui nous intéresse, c'est son calcul qui calcule le nombre de personnes vivantes après inoculation. Et pour ça, il va estimer qu'il y a environ une chance sur 200 de mourir de la variolisation. Et bien après ça, il va faire son calcul. Et c'est là que c'est assez incroyable. Bernoulli va trouver que le nombre de personnes vivantes dans un monde sans variole et dans un monde où on pratique la variolisation est quasiment le même, prouvant que inoculer une souche de la maladie augmente l'espérance de vie. Bon, c'est bien gentil tout ça, là, mais les petites explications, mais on leur a pas montré une seule once de maths, là, non? Voici les équations que Bernoulli a trouvées. Si tu veux te les expliquer, tu te débrouilles. Ouais, non, finalement, t'as raison. On va planquer ça sous le tapis. Non, plus sérieusement, les équations sont déjà un peu compliquées pour nous, alors on ne les expliquera pas. Surtout qu'on a encore plein de trucs à expliquer derrière. Et pour les plus curieux, ne vous en faites pas, nous développerons un modèle à la fin de notre exposé. En 1906, la peste fait rage à Bombay. Pour lutter contre celle-ci, Sir William Eaton Hammer va développer un modèle épidémiologique pour tenter de visualiser l'épidémie. Son modèle s'appelle le SI. Il faut imaginer deux boîtes. Une avec les personnes saines et une avec les personnes infectées. Au cours du temps, les gens vont passer de la boîte saine à la boîte infectée. Or, plus il y a de personnes infectées, plus une personne saine a de chances de se faire infecter. Il y a plusieurs problèmes à ce modèle. En particulier, il ne prend pas en compte la guérison des patients. En effet, on peut guérir de la peste. Du coup, quoi qu'il arrive, on se retrouve avec l'intégrité de la population saine infectée. Autre problème, on ne considère pas les gens qui sont morts et qui sont par conséquent exclus du jeu. Et c'est pour ça qu'en 1911, William Ogilvy Kermack et Anderson Gray McKendrick vont reprendre le modèle de Hammer et lui rajouter une boîte. Les remis. On dira donc le modèle SI. Le principe est le même que le SI, sauf que les personnes infectées guérissent après X temps et intègrent donc la boîte des remis. Une fois dans cette boîte, les personnes ont des anticorps contre la maladie et ne sont donc plus infectées. Ainsi, à terme, toute la population est protégée et la maladie est éradiquée. Les modèles SI et SIR sont un peu des modèles de base en épidémiologie. Les autres modèles sont dérivés de ceux-ci. On a aussi le modèle SIA, c'est un peu comme le modèle SI, nous rajoutons une boîte, la boîte A pour asymptomatique, contenant les personnes infectées mais ne développant pas des symptômes de la maladie. On utilise ce modèle pour des maladies comme le sida par exemple, puisqu'on ne peut pas guérir de cette maladie encore et qu'il existe des porteurs sains. À ne pas confondre avec le modèle SIE, qui contient une boîte avec les personnes infectées mais qui n'ont pas encore de symptômes. C'est-à-dire qu'ils vont forcément avoir des symptômes, mais ils ne les ont pas encore maintenant. On peut aussi améliorer le modèle SIR en disant qu'il existe un taux S qui dit que parmi les remis, un certain nombre reviennent parmi les sains, c'est-à-dire qu'ils sont réinfectables. Donc de la boîte R à la boîte S. Et tu sais ce qu'on peut faire aussi? Non. On peut fusionner des modèles. Si je te dis SIE et SIRS, qu'est-ce que tu me dis? Le SIERS. Dans lequel nous avons les personnes saines, les personnes infectées sans symptômes, les personnes infectées, les remis, et le taux S qui dit qu'ils peuvent redevenir sains. On va finir par plus avoir cette boîte. Ne vous inquiétez pas, nous avons fini de lister les différents modèles. Nous allons maintenant, comme promis, nous attarder sur le modèle SIR et le développer en détail. Mais avant cela, nous devons développer 2-3 éléments. Pour commencer, il faut expliquer ce qu'est une fonction. Il faut imaginer que c'est comme une boîte dans laquelle on rentre un nombre. Et c'est un nombre transformé qui en sort, qui peut être augmenté ou diminué par exemple. Par exemple, la fonction f égale x plus 1. Si on rentre un nombre x dedans, elle va nous en sortir x plus
Donc si on rentre 1, la fonction va nous en sortir 2. Pour visualiser des fonctions, nous pouvons utiliser des repères orthonormés. Le principe est simple. On a deux axes, l'axe horizontal correspondant au nombre que l'on rentre dans la fonction et l'axe vertical au nombre qui en sortent. On va garder notre fonction f de x est égal à x plus 1. Par exemple, si on rentre 1, 2 va en ressortir. Donc, on met une croix à l'endroit qui rejoint les deux axes. X égale 1, y égale 2. On l'a fait pour une valeur, c'est bien. Mais on peut faire cela pour toutes les valeurs de l'axe horizontal. Et après les relier, on peut visualiser l'allure de notre fonction. Visualiser une fonction, c'est bien. Et quand la fonction est un peu plus compliquée, disons f égale x fois x plus 4 fois x moins 6, c'est tout de suite une autre paire de manches. C'est pour ça qu'on a créé un outil qui s'appelle la dérivée d'une fonction. C'est un peu technique, mais en gros, ça nous permet de créer une fonction plus simple à partir de la première pour avoir plusieurs infos utiles pour vous de la poser. Si on reprend la fonction f, sa dérivée est g égale 2 fois x plus 4. En la modélisant, on voit que g est positive ici, et donc que les nombres sortants de f sont de plus en plus grands à cet endroit. La dérivée sert aussi à d'autres calculs, mais ici, on ne s'en sert pas. Alors, sous le tapis. On va s'attaquer maintenant aux équations. Dit comme ça, on dirait un gros mot, mais c'est en fait assez simple. Le principe est d'avoir une expression égale à un résultat. Sauf que notre expression, nous avons ce qu'on appelle une inconnue. C'est justement un chiffre que nous ne connaissons pas et qu'on recherche. Ici, on va prendre l'équation y plus 4 est égal à 6. Y est ici notre inconnue. Et on recherche quel y il nous faut pour qu'une fois que nous ajoutons 4, on obtienne 6. Ici, c'est tout bête, y est égal à 2, car 2 plus 4 est égal à 6. Une équation avec une ou plusieurs inconnues, c'est pas si compliqué en vrai. Par contre, on peut faire des équations avec des fonctions comme inconnues. Et là, c'est un tout autre bordel. On appelle ça une équation différentielle. Le principe est de trouver l'expression d'une fonction à partir d'une équation dans laquelle on a la fonction et sa dérivée. Oui, je sais, vos petits cerveaux fument un peu. Je vous rassure, le mien aussi. Mais si on reprend nos fonctions de f et g de tout à l'heure, en gros, c'est comme si on ne savait pas ce que c'était f et g et qu'on avait une expression comme ça. 2 fois f moins 5 fois g égale 9. Voilà. Et qu'on voulait savoir, du coup, f et g à partir de ça. Je rappelle que f et g ne sont pas de simples inconnus. Ce sont des fonctions avec x dedans. Voilà, c'est ça une équation différentielle. Pourquoi on raconte tout ça, au fait? Parce que tous les modèles épidémiologiques contiennent des équations différentielles. On va prendre par exemple le modèle SIR. Alors, il va falloir traduire un peu. La fonction dérivée de s est égale à moins bêta fois la fonction s, soit la fonction i. Voilà, vous devriez un peu mieux comprendre les deux autres maintenant. Les fonctions s et i dépendent de t, car c'est bien des fonctions qui varient en fonction du temps, noté petit t. Maintenant, à quoi correspondent ces fonctions? La fonction s correspond au nombre de personnes saines à travers le temps. La fonction i au nombre de personnes infectées et la fonction r au nombre de personnes remises. Donc, c'est nos 3 boîtes de tout à l'heure. Si on le modélise sur un repère orthonomé, on y voit plus clair. En bleu, les personnes saines, en orange, les infectées et en vert, les remises. Et nos fameux bêta et gamma sont respectivement le facteur de transmission et le facteur de guérison. Plus on augmente le facteur de transmission, plus le nombre d'infectés grimpe vite. Plus on augmente le facteur de guérison, plus il descend. Si on fait le calcul de bêta sur gamma, on obtient ce qu'on appelle le R0. Ça correspond au nombre de personnes qu'un infecté va contaminer pendant qu'il est malade. Imaginez une réaction en chaîne. Si le R0 est égal à 3,
alors une personne va contaminer 3 autres. Puis chaque personne infectée en a infecté encore 3 autres, etc. C'est une immense réaction en chaîne et c'est pour cela que les chercheurs cherchent à faire diminuer ce R0. Ce facteur est unique pour chaque maladie et il peut évoluer. Par exemple, pour la Covid, les chercheurs ne sont pas tous d'accord et estiment son R0 entre 1,5 et 6,68. Et au fait, on n'avait pas des questions auxquelles on devait répondre. Ah oui, c'est vrai. On a 4 maintenant. Est-ce que les modèles peuvent couvrir toutes les maladies? Oui. Et si c'est pas le cas, prenons l'exemple d'une nouvelle maladie. Oui, c'est de toi que je parle, petite saloperie. On bidouille pour en créer un à partir de quelques observations et de modèles préexistants. Et que se passerait-il si la peste revenait? Si la peste revient, on a le modèle SIR qui, je le rappelle, a originellement été créé pour la peste de Bombay. Et pour la peste, il ne faut pas s'inquiéter dans les pays occidentaux. En effet, il n'y a que dans les pays encore en développement comme Madagascar que la peste fait encore des dégâts. Par contre, si, par malheur, quelqu'un arrive à se faire infecter par la peste, il faut vite qu'il consulte et qu'il se fasse traiter sous antibiotiques, car le taux de mortalité va quand même de 30 à 60%. Que se passe-t-il si tout le monde ne prend pas le vaccin ou le traitement? Pour chaque maladie, il existe un taux à partir duquel, si la population est vaccinée à au moins ce taux, l'épidémie va se stopper toute seule. Parce que le nombre de personnes vaccinées et le nombre de remis vont former ce qu'on appelle l'immunité collective. Et le Covid dans tout ça? Étrangement, c'est assez compliqué de trouver des données là-dessus, mais d'après ce qu'on a pu comprendre, le Covid se rapprocherait du modèle SIR. Si on additionne grippe, gastro et Covid en pleine propagation en même temps, peut-on appliquer toujours le même modèle? La question est assez complexe. On va dire oui, mais non. En théorie, on peut attraper plusieurs de ces maladies en même temps. Parce que, à la différence du rhume et de la grippe, elles ne sont pas concurrentes. Cependant, quand on attrape la gastro, on a beaucoup moins d'interactions sociales avec les autres. Donc on a beaucoup moins de chances de choper les autres. Notre exposé est terminé. Nous aimerions donc remercier Moi, et moi. Bon, t'as fini? Oui, désolé. Donc on aimerait aussi remercier Madame Momi, notre enseignante chercheuse et encadrante. Si vous avez des questions, soyez libre de nous les poser. Ça y est. Bah, merci beaucoup. Merci pour cette présentation. un Donc, plaisir. je crois que Paquet a une question. Je te laisse prendre la main, Paquet. Oui, déjà, j'ai trouvé très bien votre présentation. En fait, ma question, c'était, vous dites que toutes les maladies sont modélisables via un modèle épidémiologique, mais les maladies comme le cancer, qui ne sont pas des maladies qui s'attrapent, on ne peut pas les modéliser. J'avoue que la question est très bonne. On ne s'est absolument pas posé la question pour le cancer, par exemple. Mais c'est vrai que vu qu'elle ne peut pas réellement se propager, je ne pense pas que c'est possible de la modéliser, non. Ok. Mohan? Oui, bonjour. Bonjour. Bon, déjà, c'est Mohan, mais bon. désolée. Tout d'abord, je tenais à vous remercier de cette présentation. Lorsque vous avez évoqué le calcul du R0 qui dépendait de bêta et de gamma, je me suis demandé si on prenait en compte les gestes barrières, la distanciation sociale, comment on pourrait calculer justement ce R0. Bah, justement, si on augmente les gestes barrières et les distanciations sociales, en fait, on va influer sur nos trans bêta, les facteurs de transmission, qui va indirectement, du coup, d'accord. affecter le RDE. Très bien. Bah, merci beaucoup. Paquet, tu as encore une question? Ah non.
Si des personnes ont encore des questions, vous pouvez les poser sur le chat ou en levant votre main en bas à droite. Sinon, de mon côté, c'était clair. Je crois que je n'ai pas de questions. Oui, alors par contre, une petite précision, hein. Si vous voulez demander, parce que on a vraiment expliqué beaucoup de trucs assez basiques, parce que dans l'optique de l'expliquer aussi à des collégiens. Là, je ne pense pas qu'il y ait de collégiens dans le chat, mais s'il y en avait eu, c'est pour ça qu'on a expliqué ce qui est une fonction, etc. Après, ça sera rediffusé sur YouTube, donc je pense que ça vaut mieux Ouais. que ce soit accessible pour tous. Enfin, je pense que Mm. vous avez fait un bon choix. Il y a une question en... Est-ce que vous avez commencé à écrire... Enfin, est-ce que vous écrivez un article dessus pour ma tante G? Pour le moment, non, mais je pense qu'on peut en faire un. On a de quoi écrire. Alors, Elliot, tu as levé la main. Je te laisse la main pour poser ta question. Oui, déjà, merci pour votre exposé, c'est très intéressant. Et ensuite, je me posais une question, par exemple, pour le sida, il y a beaucoup de mutations, beaucoup de modifications comme ça du gène du virus, de sa propagation. Comment on peut modéliser cet aléatoire? Le côté mutation, tu veux dire. Oui. Bonne question. On ne s'est pas concentré sur les mutations de maladies. Mais de mon avis, je pense que pareil, ça doit. Soit la mutation, un peu comme les variants du Covid, ça crée entre guillemets une autre maladie. Soit ça doit affecter tout ce qui est les facteurs de transmission et de guérison. Encore, et là, pour le coup, pour le sida, il n'y a pas de facteur de guérison. D'accord, merci beaucoup. Mohan, tu as une deuxième question? Oui, bonjour. Enfin, encore une fois, je me demandais s'il y avait des limites à l'utilisation du R0. Sans doute. Sans doute. Là, par exemple, pour le Covid, les scientifiques n'arrivent même pas à se mettre d'accord sur le R0 de la maladie. Donc, on peut Très voir bien. déjà que... Très bien, merci beaucoup. Elliot, tu as encore une question? Oui, j'ai une dernière petite question. C'est que je me demandais si vous avez cherché pourquoi les scientifiques ne se mettaient pas d'accord sur le R0 de la Covid. Alors, pour le coup, c'est une théorie de moi, mais je pense que si ils s'étaient mis d'accord sur un R0, on serait peut-être plus en pandémie actuellement. Voilà. C'est justement, je pense, parce qu'ils n'ont pas encore suffisamment de recul, que la maladie mute assez rapidement, qu'on n'en est pas encore sorti. D'accord, merci beaucoup. Mais est-ce que le R0 ne varie pas aussi avec toutes les mesures de confinement, etc., entre pays et entre personnes? Si, il affecte justement les facteurs de transmission aussi. Mais il y a encore d'autres facteurs qui, derrière, s'ajoutent au calcul. D'autres questions? Ah, Sarah? Oui, merci pour cet exposé. Je me demandais du coup, quand vous dites que le R0, il dépend, il varie en fonction des mesures qu'on prend. Du coup, c'est un R0 qui dépend du temps? Oui et non. C'est-à-dire que si tu ne prends pas de mesures à travers le temps, ton R0 ne va pas bouger. Donc je dirais plutôt non. En fait. Ok, merci. D'autres questions? Eh bien, merci pour cette présentation, s'il n'y a pas d'autres questions. Et voilà, cette présentation clore le congrès Matanjin à Paris-Saclay.
J'espère que ça vous a plu, ce congrès. Et je vous souhaite une bonne fin de week-end.